À la une, la foule est venue nombreuse accompagner le père Gaston Jean-Michel vers sa dernière demeure. Ses obsèques ont été célébrées cet après-midi à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous y étions. L'interdiction d'exercer d'une entreprise laisse brutalement une centaine d'employés sans emploi. La société Sécurité Caraïbes doit cesser son activité. Une annonce faite aux salariés 3 semaines après la décision préfectorale. Nous ferons le point. Proposer au public de découvrir des loisirs nautiques tout en le sensibilisant à l'environnement, c'est l'objectif du SMILE. Le salon des métiers, de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement se poursuit jusqu'à demain. Le parc naturel régional, l'ONF et la ville de Sainte-Anne ont organisé ce matin une journée découverte de la réserve naturelle de Cap-Chevalier, l'occasion de fêter les 20 années de ce site protégé. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Je vous le disais en titre, la fermeture de la société Sécurité Caraïbes pourrait laisser une centaine d'employés sans emploi. La structure est sous le coup d'une suspension d'agrément de 2 mois pour défaillance lors d'une sous-traitance. Pour les employés qui se retrouvent brutalement sans activité, c'est la colère et l'angoisse. Élodie Toto. Ils étaient près d'une centaine ce matin à occuper les locaux de Sécurité Caraïbes. Hier soir, tous ont reçu le même courrier. L'entreprise de gardiennage ferme pour les 2 prochains mois. Pendant ce délai, ils ont interdiction de se présenter sur leur lieu de travail. Aujourd'hui, 91 salariés se trouvent sur le banc de touche. Nous trouvons aujourd'hui, samedi matin, à 11h27 au sein de Sécurité Caraïbes, en face d'un gérant qui vient avec des oui-dire, des mots. Nous n'avons pas de documents attestant les faits qui nous mènent. Et entre-temps, il y a des pères et mères de famille qui se trouvent dans la rue. Une décision soudaine. Du côté des salariés, c'est l'incompréhension. On n'a jamais été informé, donc on se pose des questions et on n'a toujours pas de réponse, puisque ce genre de procédure, c'est une procédure qui est lancée, qui n'est pas lancée du jour au lendemain. Le courrier qui a été distribué à partir d'hier soir, il est daté du 4 avril, si j'ai bonne mémoire, et il s'avère que c'est depuis hier au soir qu'on nous a donné l'information. Déterminés, les salariés occupent les locaux de l'entreprise en attendant une réponse. Mais pour le gérant, l'absence de préavis est normale. Que ce soit le 2, le 4, on n'aurait jamais eu de délai de prétence. C'est exécutoire immédiatement. Même si je l'avais dit le 4 et que j'avais pris la décision, on serait dans la même situation qu'aujourd'hui. Exactement dans la même. Parce que c'est exécutoire. J'ai pris sur moi, sur ma responsabilité, de continuer à travailler malgré l'interdiction. Pour lui, le véritable responsable, c'est la préfecture. Je considère que cette décision, elle est suicidaire, elle n'est pas fondée, et en plus, elle met de facto, en tout cas si vous avez bien vu le ressenti des salariés, nous sommes à la rue. Le dialogue entre la préfecture et le gérant va finalement reprendre lundi. En attendant, les salariés ont suspendu leur mouvement. Mais actuellement, c'est plus d'une dizaine d'entreprises qui se retrouvent sans agent de sécurité. C'est entouré de ces fidèles que se sont déroulés cet après-midi à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Les obsèques du père Jean-Michel, le doyen des prêtres fondateurs de la radio Saint-Louis, aura marqué l'église mais aussi le monde rural agricole. Très aimé de ses paroissiens, il est décédé à l'âge de 104 ans. De nombreux hommages lui ont été rendus. Élodie Toto. C'était vraiment un grand prêtre pour la Martinique qui savait partager ses idées et qui arrivait à faire passer ses messages auprès des fidèles. Donc c'est quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement, mais que j'écoutais souvent sur Radio Saint-Louis. Et voilà, c'est un grand monsieur qui est parti, mais j'espère que là-haut, eh bien, il va veiller sur nous. Je suis particulièrement heureuse d'être là avec lui afin qu'il aille dans sa dernière demeure. Confident, un type toujours travailleur et qui avait beaucoup de foi et de charité, surtout quand il visitait les malades. Un mot sur cet accident qui a eu lieu aux environs de minuit hier soir à Carrère.
Un deux roues et un véhicule sont entrés en collision. 2 blessés sont à déplorer, une femme d'une trentaine d'années souffrant d'une fracture à la jambe ainsi qu'un jeune homme de 17 ans. Les 2 victimes ont tous 2 été transportés au CHU de La Ménard. Voilà des images signées Michelet François. Et à quelques encablures de là, chez nos voisins de la Guadeloupe, avait lieu ce matin une visite du chantier du Memorial Act. En pleine polémique sur les coûts de l'inauguration, le président de région, Victorin Lurel, est venu faire un point sur l'avancée des travaux. Le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite négrière et de l'esclavage doit être inauguré le 10 mai prochain en présence du président de la République. À Pointe-à-Pitre, Linda Kayarsi. Ce matin, toutes les chevilles ouvrières du chantier du Memorial Act s'activent. Dans quelques semaines, le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite négrière et de l'esclavage sera officiellement inauguré. Beaucoup de boulot toujours, hein, et ce sera fait à la dernière minute. Hein. Mais c'est calibré pour pouvoir avoir un édifice agréable, propre, accessible, et pour pouvoir avoir une partie importante de l'exposition permanente, qui sera inaugurée définitivement le 7 juillet par l'ouverture publique de l'exposition permanente. Un chantier colossal d'envergure internationale qui a débuté en 2013. Avec les années et au fil des visites, l'architecture du Memorial Act s'impose dans le paysage culturel guadeloupéen. Ce type de projet, c'est entre 10 et 15 ans. Nous, contrairement à ce que d'aucuns on peut dire, on fait excessivement vite. Pose de la première prière 2007-2008, on est en 2015, ça vous fait quoi, 7 ans? C'est à marche forcée qu'on le fait. Et donc je suis un petit peu crispé, mais je pense que tout sera prêt pour le 10 mai. Un lieu symbolique fort dédié à la mémoire, l'information, la connaissance et à la recherche historique qui ces derniers jours a suscité de vives polémiques quant à son coût pour l'inauguration. Là, c'est 680 000 € pour 4 jours. Et dans cette affaire de 680 000 €, il y a de l'accueil, il y a de l'hébergement, il y a de la sécurité, au-delà de ce que fait l'État. C'est une compétence d'État. Eh bien, la région qui a voulu ça, la Guadeloupe et la société civile guadeloupéenne qui a porté ce projet-là, les politiques l'ont porté aussi à leur manière, eh bien oui, nous devons assumer. J'assume. Et j'assume ça. Et si je devais être le seul à l'assumer, je l'assumerai. L'inauguration du Memorial Act aura lieu le 10 mai prochain, en présence du président de la République, mais aussi de chefs d'État africains. Chez nous, cette fois-ci, il était possible aujourd'hui de partir à la rencontre de la faune et de la flore de la réserve naturelle de Cap-Chevalier. Le site fête cette année ses 20 ans, l'occasion de découvrir ces îlets. Des îlets qui regorgent de trésors. De nombreuses espèces d'oiseaux migrent de par le monde pour nidifier. Un spectacle auquel a participé Guy Raphaël René. Dans cette réserve naturelle de 6 hectares, 4 îlets où plusieurs espèces d'oiseaux prolifèrent. Principalement des oiseaux marins qui viennent se reproduire justement à partir du mois d'avril-mai pour certains et d'autres qui sont déjà présents depuis le mois de décembre. 5 espèces différentes dont la population totale était estimée en 2014 à environ 14 000 têtes. Pour mieux les protéger, l'accès aux îlets reste strictement interdit à moins de 100 mètres, sous peine d'amende. Mais la réserve naturelle attire de plus en plus de visiteurs et génère des recettes pour les marins-pêcheurs reconvertis. Il y a des gens qui ne pas connaître, ils vivent ici, ça fait 40 ans. Alors actuellement, ils savent qu'ils vont venir pour faire photo, pour diffuser, ils vont partir, même les touristes là, ils vont venir faire photo. Des visiteurs qui n'ont pas toujours la chance d'apercevoir les sternes, les pailles en queue, les naudis ou les puffins. Mais à défaut, ils se contentent de quelques photos. Il y a une dame qui m'a dit qu'ils sont derrière. Ils ne sont pas de ce côté-là parce que c'est très fréquenté. Du coup, ils sont dérangés et ils se mettent de l'autre côté. Moi, je ne suis pas déçu, non. Par l'accompagnement des personnes qui commentent la visite, eh bien, on se rend compte de ce qu'il y a, même si c'est vrai qu'on est un petit peu frustré, mais ce n'est pas grave. Une réserve naturelle qui aujourd'hui fait partie des plus importantes de la Caraïbe, dont la gestion est assurée par le Parc naturel régional de Martinique, qui en 20 ans a su créer les conditions nécessaires au maintien des écosystèmes. C'est une vraie réussite parce que nous avons frôlé l'extinction d'espèces sur les îlets de Sainte-Anne, en parlant d'oiseaux, et qu'après la mise en œuvre de la réserve, les mesures de protection, mais aussi d'éducation,
pour informer le grand public. Aujourd'hui, nous avons nos 5 espèces qui sont présentes et la Martinique fait partie aujourd'hui des sites de la Caraïbe où on a véritablement les gisements les plus importants. À terme, le périmètre de la zone protégée devrait s'élargir afin de mieux préserver la tranquillité des oiseaux. Mais aujourd'hui, après 1 heure de découverte, à terre, les visiteurs avaient la possibilité d'affûter davantage leurs connaissances sur la réserve naturelle. Direction le Marin maintenant, où depuis hier, la commune vit au rythme du Smile, le salon des métiers, de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement. Pour l'occasion, le front de mer s'est transformé en village d'exposition et jusqu'à demain, les exposants martiniquais, caribéens, professionnels ou bien encore passionnés de voile se retrouvent entre vente de poissons, d'engins nautiques et de bateaux. Myriam Bouakoula. Du flyboard dans la baie du Marin. Quelques mètres plus loin, ce sont les bateaux plus traditionnels qui attirent le public. Grands-parents nous commencent avec des petits bateaux comme ça, ils allaient à la pêche, ils font nous grandir, ils font compétition entre eux, et puis maintenant la prend en pleurs. Alors il faut que nous fassions continuer à vivre. Cette année, le Smile fait la part belle aux activités de la mer et au tourisme caribéen. C'est très important pour nous d'être présents ici au Smile, parce qu'on veut montrer notre soutien à la Martinique et aussi parce qu'on en profite pour rencontrer nos clients. L'Office du tourisme du Marin travaille de concert avec les scolaires de la commune. Collégiens et lycéens comptent parmi la 60aine d'exposants cette année. C'est une peinture sans solvant, utilisée essentiellement sur du textile, mais le plus souvent sur différentes matières et utilisée aujourd'hui sur du textile, mais écologique et par sa couleur et son maintien. Les plus gros bateaux s'exposent pour le plaisir des amateurs. Certains sont prêts à mettre le prix pour les nouveaux modèles venus des États-Unis et d'Europe. Vous cherchez quoi? Découvrir tout ce qui est autour du nautisme, le bateau, les équipements, la réparation, tout. Oui, le Carnic nous plaît bien. Mais on continue de regarder. C'est sûr que quand on voit ces beaux bateaux, ça donne envie. Hein, ça donne envie d'une super balade sur la mer. C'est très beau, ils sont très très beaux. Sur le stand, on avait vendu je crois 2-3 bateaux, mais après toute l'année, les gens reviennent. On est là pour donner le rêve, donc c'est ça. Très bonne vitrine et nous attendons chaque année ce salon pour pouvoir présenter des produits de qualité comme celui-ci que nous avons fait entrer il y a 2 jours. Au total, entre 6 000 et 8 000 visiteurs sont attendus sur le front de mer du Marin pendant ces 3 jours jusqu'à dimanche 18 h. Cette information sur la qualité de l'air, en bref, l'indice prévisionnel est au seuil critique de 9 pour ce week-end. La faute à la brume de salles saharienne qui survole encore l'île. La concentration en particules est très élevée. Limitez donc toute activité en plein air si vous avez une santé fragile. En attendant, restez avec nous. Dans quelques instants, votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bournil. Nous serons peut-être près de chez vous, direction le Marigot. Nous partirons à la rencontre de pêcheurs au marché aux poissons de la commune. L'activité devient de plus en plus difficile, une réalité qui ne les empêche en rien de garder le sourire. Puis sur les traces d'Eugène Mona, un ancien compagnon de l'artiste fait revivre la mémoire de l'homme dans son restaurant. Un moment privilégié à suivre dans quelques instants. Gardons la mesure, la célèbre chorale martiniquaise Joie de chanter fête ses 60 ans, fondée par Paulette Nardal, surnommée la marraine de la négritude. Cette formation est une institution. Pour cette célébration, justement, fêtée en grande pompe, un concert est prévu la semaine prochaine à l'Atrium. Myriam Bouakoula a assisté à l'une de leurs répétitions. C'est une chorale qui a été vraiment, au départ, une vingtaine de jeunes. Et maintenant, il y a à peu près 60 à 80 adultes. La chorale Fête Chanter est née grâce à l'initiative de Paulette Nardal en 1954, qui a été le premier concert, c'est-à-dire le 3 février. Elle est née après un voyage aux États-Unis et elle a réuni autour d'elle des étudiants de la jeunesse catholique et étudiantes catholiques pour interpréter uniquement des Negro Spirituals. Et ensuite, le programme s'est étoffé avec de la musique traditionnelle que Paulette Nardal a harmonisé. J'ai ajouté des chants de la Caraïbe. Ça, c'est quand même un groupe assez important. Donc, mais je crois qu'on a beaucoup de plaisir à se rencontrer.
sport pour terminer. Clap de fin aujourd'hui pour la Martinique Surf Pro. C'est finalement l'Hawaïen Joshua Moniz qui a remporté la compétition. Le jeune homme de 18 ans s'est imposé en finale face au Sud-Africain Michael February. Le Péruvien Miguel Tudela et l'Australien Cooper Chapman, c'est cela, se sont emparés de la 3e place ex aequo. Plus de détails à venir dans votre magazine Sport Week-end, juste après cette édition. L'information locale et communale continue dans vos quartiers. Tout de suite, avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction du Marigot. Pour la petite anecdote, située entre le Lorrain et Sainte-Marie, la commune tient son nom d'un terrain marécageux qui se trouvait à quelques mètres de l'embouchure de la rivière Lorrain. Une escale que nous propose de découvrir ce soir Hubert Bornil, Clotel et son équipe. Bonsoir à toutes et à tous. Notre ville d'accueil ce soir, c'est le Marigot, une commune de moins de 4000 habitants. Ces habitants d'ailleurs qui s'appellent les Marigotins. Ici, l'on recense plusieurs quartiers. Il y a Plateforme, Charpentier, Crassous, Fond-Dominique ou encore Dominante parmi les plus connus. Le territoire s'étire par le sud vers le Morne Placide et jusqu'au nord par le Morne du Lorrain. Le Marigot est la commune d'adoption, on le sait, du chanteur aux pieds nus, Eugène Mona. Il y a aussi la pêche, l'agriculture qui sont les leviers économiques de la commune. D'ailleurs, ici, on peut voir un très beau port d'intérêt départemental, port de pêche. Et puis, il faut le savoir, le Marigot, c'est 35% de chômage. Les actes de délinquance sont peu significatifs. Ici, une commune donc où il fait bon vivre. Voilà pour quelques descriptions sommaires concernant le Marigot. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. La pêche, un secteur d'activité privilégié dans la commune du Marigot, même si les marins-pêcheurs marigotins sont peu nombreux ici. La plupart, en effet, proviennent des communes avoisinantes. Nous partons à la rencontre de François. Il est marin-pêcheur marigotin et un homme animé d'une réelle passion pour son métier. Une passion qu'il tente de transmettre à son fils. Cependant, François juge que les étals sont trop excentrés, en tout cas peu accessibles pour la clientèle. Reportage Hélène Renaud. Entre ciel et mer se trouve le petit marché aux poissons du Marigot. De juin à novembre, on y trouve du vivano, spécialité du coin. En attendant, c'est thon, marlin et aujourd'hui dorade au menu, pêché la veille. Bonjour. Ces habitués viennent spécialement du Morne Rouge. 2 kilos. Mais les poissons font grise mine car les clients se font rares. François est pêcheur depuis 20 ans. Il a vécu le déménagement des étals de l'ancien marché à ici. Depuis, les ventes ont baissé de 80% selon lui. En cause, un emplacement trop en retrait. La seule chose qui nous tue ici, c'est pour liquider le poisson. Parce que les clients ne voient pas suffisamment. On n'est pas suffisamment exposé pour que les clients puissent voir le produit. François songe à vendre ses poissons dans d'autres communes pour s'en sortir, sans parler de la concurrence des supermarchés. Une activité rude, choisie par défaut par son fils, qui apprend le métier depuis 3 ans. C'est assez dur quand même. J'ai déjà été en mer 2-3 fois. C'est pas évident. Si se lever assez tôt, c'est partir à 100 km des côtes sous la mer. Quelqu'un qui a déjà navigué sait de quoi je parle. C'est pas évident. Après, j'ai cherché du boulot. Ça m'a pas réussi, donc je fais avec. On va dire ça comme ça. Pour fuir les soucis du quotidien, François aime prendre le large, se balader en mer et changer d'horizon. Par réflexe, le pêcheur jette une ligne de traîne au cas où. Là, j'ai vu des sargasses, des algues. Je fais une petite traîne pour voir ce qu'il y a à côté. Lorsqu'on voit les algues comme ça, aussi regroupées, c'est comme une épave. Ce qu'on appelle en termes créoles, on appelle bois. Et c'est dessus qu'on retrouve des petits alevins
Ils remettent de plus petits poissons. C'est une chaîne alimentaire, le plus petit au plus gros. Qui l'eût cru que cet ancien électricien allait tomber sous le charme de la mer il y a près de 20 ans, après un licenciement économique. C'est vraiment l'opposé. Mais c'est quelque chose que j'apprécie. Il y a tellement de liberté lorsqu'on est en mer. Il n'y a pas mieux que la liberté. Hein. Et j'aime la solitude qu'il y a lorsqu'on va en mer. Mais je ne veux pas décrire, mais c'est exceptionnel. C'est mon paradis à moi. Ah oui. François retarde donc toujours ses retours à la terre ferme, trop occupé à suivre les poissons migrateurs qu'il traque inlassablement. Comme la plupart de ses voisines, la commune du Marigot est une terre à vocation agricole. Au quartier Fleury, Casimir Ollière développe depuis quelques années la culture maraîchère diversifiée, une méthode de culture qu'il aimerait voir adoptée par d'autres agriculteurs de la région nord-atlantique. Reportage Guy-Raphaël René, Louis Sabas. Aubergines, bananes, plantains, piments. Sur l'exploitation de Casimir, plusieurs cultures cohabitent. Un choix mûrement réfléchi par l'agriculteur. J'ai des petites parcelles, donc j'essaye de le rentabiliser, sachant que la banane, pour que un fruit arrive à maturité, c'est pratiquement une année. Donc entre-temps, si on peut coupler avec d'autres cultures qui donnent plus vite, c'est judicieux. Avec la nouvelle parcelle de 10 000 plants d'aubergines blanches, Casimir, aidé de temps en temps par des amis, espère répondre à une certaine demande dans l'Hexagone. C'est une variété d'aubergine qui est consommée par la communauté asiatique, donc qu'on produit ici, mais c'est une production qui est vouée à l'exportation via Paris. Donc au fait, c'est un client qui me demande de lui produire cette variété-là. Une exploitation à échelle humaine sur laquelle tout est fait à la main de façon quotidienne. Casimir connaît parfois quelques difficultés, mais son souhait c'est d'impulser une dynamique dans le secteur avec l'aide de ses homologues. Les difficultés sont multiples. Donc, comme on produit en plein champ, donc on est déjà confronté aux conditions climatiques, soit trop arrosé ou trop sec. Et puis l'autre difficulté, c'est surtout de trouver des collaborateurs pour produire et pour pérenniser la production. Mais bon, c'est pas évident, puisque les gens ils sont plus dans une phase de démission que d'attraction. Chaque semaine, environ 1,5 tonne de produits sort de l'exploitation. En 2014, Casimir a écoulé près de 50 tonnes de fruits et légumes. Si vous voulez manger bon brigot, Vini Marigot. Allez, je vous propose de quitter ce très beau quai que l'on trouve dans le centre du bourg pour aller à l'intérieur même. Nous allons au Ghetto, un établissement, plutôt un restaurant tenu par Félix Fleury, un ancien membre du groupe Héritage d'Eugène Mona. On peut dire que dans ce restaurant, l'ombre de Mona plane encore. Nous allons nous replonger dans les souvenirs du groupe avec Hélène Renaud. Lumière, l'amour, adieu amis, ou parti, oui, ou aller. Adieu amis, une chanson en hommage à son ami Eugène Mona. Au rythme du tambour, Félix Fleury se souvient de la création du groupe dans les années 60. Eugène Mona l'adopte et lui apprend les rouages de la musique créole. Je suis arrivé pour voir comment il était sur scène là. Et Mona a arrêté le spectacle. Il a demandé au public de m'applaudir parce que c'était le musicien qui l'attendait, qui avait un peu de retard. C'est à ce moment-là que j'ai intégré réellement le groupe et je ne l'ai jamais laissé. J'ai dû perdre ce jour-là une vingtaine de kilos de sueur là parce que j'avais vraiment le trac. Des litres de sueur, Félix Fleury va continuer à en perdre pendant près de 30 ans. Bois Brûlé, Mangovea, les concerts et les albums s'enchaînent. Félix suit Mona comme son ombre, au tambour ou au chant, ici en chemise verte derrière le géant. C'est le premier vinyle de Mona. Il a eu un disque d'or avec le morceau phare Bois Brûlé.
L'énergie de ce croqueur de vie est communicative. Le groupe vit en communion, mais à la moindre mauvaise vibration, Mona le ressent tout de suite. Mona sur scène 1m98, 100 kg, quand il frappait le pied du micro sur la scène, et on se demandait mais qu'est-ce qui se passait, quoi? Pourquoi Mona fait ça? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déconnecté. Dans le restaurant de Félix, Eugène Mona se retrouve partout, des murs jusqu'au frigo. L'ami du chanteur disparu a créé un lieu d'art musical, pictural, théâtral pour tenter de transmettre tout ce que Mona lui a appris. Quand j'ai des petits soucis, là je pense à lui, je pense à ce rire qui était communicatif. Et là, je ne me décourage pas, je repars à zéro et je fonce. Ce rire communicatif résonne dans la salle et continue à toucher les jeunes générations. Jérémy et Jordan venaient de naître à la mort d'Eugène Mona. Pourtant, ils connaissent les chansons du Potomitan sur le bout des doigts. C'est très puissant, sa façon de dire, sa façon de chanter, sa façon d'être. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour l'identité martiniquaise et qui a été salué pour ça d'ailleurs. Et ça te touche? Ouais, profondément. La flamme de l'artiste n'est pas près de s'éteindre. Tendez l'oreille, sa musique traverse le temps. Nous arrivons à l'invité dans notre JT des communes, M. Nézolien Josselin. Tout à fait. Voilà, merci de nous accueillir au Marigot. Belle commune, hein. Aujourd'hui on n'a pas le soleil avec nous, mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas grave, mais le temps s'y prête. Voilà. Très bien, avec vous, on va parler un petit peu de cette commune. Alors, on sait que c'est une commune tranquille. Hein. C'est quand même 35% de chômage, même si il n'y a pas une forte densité du point de vue population. Oui, bon, effectivement, il y a un taux de chômage quand même assez important parce que commune rurale, il n'y a pas un développement économique intéressant ici. Mais bon, on essaie de faire de notre mieux. Nous, nouvelle équipe municipale, depuis une année, tout juste, nous essayons de remettre en activité les jeunes et que, d'autant plus, il y a des secteurs qui ont disparu. Mais avec la pêche, l'agriculture, les artisans. Puisque vous parlez de la pêche, on voit qu'il y a un très beau port de pêche. Les marins pêcheurs sont peu représentés aussi. C'est vrai. Mais ce matin, j'ai échangé avec quelques-uns. Ils me disent que bon, c'est dur ces jours-ci, ne serait-ce qu'avec la sargasse, mais également le poisson se fait de plus en plus rare. Ouais. Mais ils sont d'attaque. Ils sont là, ils sont d'attaque. Alors, s'il fallait donner les attraits de cette commune du Marigot, qu'est-ce qui peut faire qui peut emmener quelqu'un à venir habiter ici? En premier lieu, la tranquillité. Ouais. La tranquillité, et puis bon, il y a une certaine convivialité dans cette ville. La gentillesse des gens. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes prêts à recevoir tous ceux qui souhaitent y habiter d'une manière ou d'une autre. Hein. On essaie de développer depuis quelque temps. Première année de mandature, nous avons quand même des projets qui permettront, je pense à certaines personnes, de se resituer dans la ville. Alors justement, puisque vous parlez de projets, juste derrière nous, on a un bâtiment qui, jusqu'à maintenant, singularisait le Marigot, mais je crois qu'il est voué à disparaître. Ah! L'ancien marché. Si mes souvenirs sont bons, en 1995, j'étais sous la liste de Michel Renard. J'ai été quand même à l'origine de cette construction, puisque j'étais conseiller municipal. Et quand on a été battu en 1995, la nouvelle municipalité s'était orientée pour la destruction de ce bâtiment. Chemin faisant, ils ont jugé... L'idée, c'était quoi? Faire un marché? Un marché. Il y avait un projet quand même assez gigantesque ici. Mais avec le temps, en 1995, on a perdu les élections. Et c'est resté lettre morte. Bon, il y a eu quand même la suite, mais pas dans l'état d'esprit qu'avait créé Michel Renard dans le temps. Donc alors, il est appelé, ce marché, à être prochainement démoli, c'est ça? Tout à fait. Alors,
je disais en 1995, la nouvelle municipalité avait projeté de démolir. Mais entre-temps, chemin faisant, c'est resté là. Mais il n'y a pas eu d'entretien. S'il y avait eu d'entretien, peut-être qu'on l'aurait orienté vers d'autres hospices. Mais là maintenant, avec la dégradation, on est forcé de démolir ce bâtiment. Mais alors la question, démolir, pourquoi faire? Eh bien, il y a un projet d'ensemble ici. C'est à l'étude. Bon, je pense qu'on aura de la place pour pouvoir réaménager cette baie qui, je pense, fera le bonheur de la ville du Marigot. D'accord, alors le chantier de démolition démarre la semaine prochaine? Absolument. Et puis à partir de mai, début mai, on attaque, hein? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est clair. C'est cela. Et quand vous dites projet, vous n'en dites pas plus, hein? On n'en sait pas trop les orientations qui sont prises. Hein? Tout est à l'étude. Bon, il est vrai qu'il y a quelques pistes, hein? Notamment l'espace Eugène Mona. Et puis, bon, nous avons pris cette place effectivement pour animer le bourg qui était mort par le passé. Vous voyez, le podium hier, depuis notre arrivée ici, bon, nous avons quand même organisé quelques manifestations. En tout cas, on peut dire que les projets sont en boîte et que vous êtes bien parti pour exécuter le programme qui était préparé, en tout cas mis en avant par la nouvelle équipe municipale. Ah, d'accord, tout à fait. C'est parfaitement cela. Merci Monsieur Nélésian, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir livré ces quelques informations. Quant à vous, merci chez vous de nous avoir suivis jusque-là. On a passé un moment agréable, du reste au Marigot avec peu de soleil, mais enfin, il y a des jours avec et des jours sans. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune de Martinique, toujours avec autant de plaisir. Retour dans les studios. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive avec Stéphane Dupont.